Il existait une ancienne civilisation, du moins, c'est ce que pense chaque lecteur après avoir observé les mini-aventures d'Ener. Mais ce n'est pas n'importe quel peuple, car c'est celui de la Lune. Par peur d'être arrachés par le passé, pour informer les futures personnes de leur existence, ils vont raconter plusieurs moments de leur histoire sur les stèles de la Lune. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor, et aujourd'hui, pour vous, j'ai décidé d'analyser la signification des stèles présentes sur la Lune. Sur cette même Lune, on peut observer deux fresques, qui nous ont été données par Eiichiro Oda. Et c'est celle-ci que l'on va étudier en premier, et on y remarque plusieurs choses. On nous montre une sorte de vaisseau volant transportant une ou plusieurs espèces qui ressemblent aux tribus des îles célestes, en plus des Spices. On observe aussi le fait qu'ils sont en train de construire ces mêmes robots, mais ce qui reste inexpliqué, c'est surtout le fait qu'il y ait un soleil en bas à gauche qui pourrait sûrement signifier quelque chose, ou alors qui représenterait peut-être ce qui sert comme carburant pour leur vaisseau. Mais le souci c'est qu'il y a une sorte de fleur au-dessus d'eux, mais pour l'instant, elle est non identifiable. Mais elle pourrait peut-être signifier à la place du soleil le carburant du vaisseau. On observe aussi sur la fresque les trois races des hommes des îles célestes qui sont représentées. En plus de ça, on peut les identifier à la forme de leurs ailes, en plus de leur couvre-chef. Sauf les Lunaria qui eux ne sont pas présents, ce qui pourrait coïncider avec la tête qu'on voit dépasser sur le côté, qui pourrait à son tour être la race des Lunaria. Mais il y a une autre théorie qui tourne qui insinuerait que ces trois personnages représenteraient les trois armes antiques comme Poséidon pour le poisson, Pluton pour le chapeau en forme de vaisseau et Uranus pour celui qui reste car on ne sait absolument pas ce qu'il est. Mais cette théorie indiquerait qu'au final, tout comme les Lunaria, dans le monde il existe une quatrième arme antique pouvant contrer les trois restantes. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cette stèle, car rien n'explique pourquoi et comment Ener lui a pu activer les Spices avec seulement l'électricité, ce qui veut dire aussi que la forme non identifiable produisait sûrement l'énergie qu'il leur fallait. Pour la deuxième stèle, on voit les trois espèces réunies portant cette fois des ballons, qui doivent sûrement leur servir à voler dans les airs, au vu du fait que sur une île céleste sur laquelle U-Rouge s'est rendu, cette technologie des ballons était présente. D'ailleurs, un énorme vaisseau est présent et il m'a l'air plutôt gigantesque. Et à partir de là, j'ai eu comme un déclic et une petite théorie m'est parvenue. L'Arche Noah est lui-même un vaisseau datant du siècle oublié dont les origines sont inconnues. Et le peuple des hommes poissons, c'est juste qu'il s'est un jour échoué sur leur terre. On peut facilement imaginer que Noah est le vaisseau qui a pu transporter tout le peuple de la Lune sur Terre, mais que leur vaisseau a dû s'écraser dans les tréfonds de la mer. Finalement, on est assez loin de pouvoir tout identifier, encore plus avec cette fresque, car elle possède, pour une raison que l'on ignore, comme le soleil, le homard, un serpent assez immense et un monstre marin chassant un homard. D'ailleurs, le lien entre l'île des hommes poissons et l'île de Skypiea ne se réduit pas à ça, car c'est bel et bien sur cette île céleste qu'est annoncée l'identité et la venue de l'arme antique Poséidon. Mais avant d'aborder ces points-là, il y a une énorme différence entre le peuple de la Lune dans la stèle et le peuple dans la stèle précédente. Vous ne voyez pas c'est quoi? Tout simplement les larmes, qui sont maintenant illustrées par Oda, et les machines qui sont aussi en train de pleurer, ont elles aussi été finies d'être construites, ce qui signifie que les événements de cette deuxième stèle se passent bien après les premières, ce qui coïncide pile poil avec l'œil présenté plus haut qui représenterait la force qui les observe, qui les oppresse et qui les fasse pleurer. Maintenant passons à l'essentiel, c'est que pour moi pour être un des plus gros foreshadowing laissés par Oda. Le homard, lui, qui représente-t-il? Il représente la royauté, la divinité, c'est lui qui est au-dessus des autres. Oda dira d'ailleurs dans un SBS que le homard est la nourriture préférée de Doflamingo. Comme par hasard, lui qui s'est positionné au statut de divinité avec le Tenryubito et en tant que roi avec Dressrosa. D'ailleurs, dans One Piece aussi, cet animal sera traité de divinité car à Skypiea il y a un homard géant sur lequel il est nommé Dieu, ce qui montre que même à travers l'univers du manga, Oda a voulu introduire cet aspect à cet animal. Mais attention, ce n'est pas le seul endroit où on verra le homard, car sur l'un des tout premiers tomes de One Piece, Luffy sera en train de manger avec un tatouage sur son bras, avec écrit homard, qui nous dévoile qu'Eiichiro Oda, lui, voulait dès le début montrer que Luffy était une sorte de divinité. Maintenant, on arrive vers la finalité de cette vidéo, donc comme je n'ai pas vraiment d'autres éléments à analyser, car le reste est pour moi trop complexe, ou alors on n'a pas encore toutes les clés pour le déchiffrer, donc ça mènerait à rien d'essayer maintenant. Donc je vais compléter la fin de cette vidéo avec le fait qu'à travers le homard, Oda montre que Shanks lui-même a un jour été Tenryubito. Et là vous devez vous dire que je suis en train de déraper. Vous avez été convaincu de mon argumentation sur la nourriture de Doffy? Eh bien devinez quoi, il n'est pas le seul à avoir pour nourriture préférée le homard, car Shanks lui aussi adore ça, comme annoncé dans un SBS par Oda. Donc tout comme Doffy, lui serait d'une des familles des dragons célestes. Lors du flashback d'Oden, quand Rayleigh et Roger prennent Momo et Iori dans leurs bras, ils disent que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris de bébé dans leurs bras.
et que ça leur rappelle des souvenirs. Mais le seul bébé qu'ils ont pu avoir sur le navire est Shanks et Baggy. Mais quand on compare la date de naissance de Shanks et celle du flashback d'Oden avec celle de God Valley, on se rend compte que la naissance de Shanks tombe pile poil sur l'année de la bataille entre les Rocks et Goldie Roger sur God Valley, qui est la terre sainte des Tenryubito. D'ailleurs, cette question sera aussi posée à Oda dans un SBS où le fan demandera de qui parlaient Roger et Rayleigh et Oda esquivera joliment avec un « Ah, j'ai dit ça ?» Oublié. Pour finaliser cette petite théorie, je vais parler de l'inspiration de Luffy et vous allez comprendre pourquoi. Il est inspiré d'Ajruna, surnommé le Blanc, qui dans l'hindouisme représente Luffy. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il ait visité une île céleste, une île désertique, une cité d'or, qu'il ait rendu visite à une princesse serpent, qu'il ait pour grand-père un militaire représentant Garp et qu'il a deux sensei, un nommé Krishna qui est surnommé le Seigneur des Ténèbres, et oui, tout comme Rayleigh, et Drona qui durant la guerre finale révélera à Ajruna qui faisait partie de la famille des Pandava. Ils sont la famille qu'Ajruna doit destituer du trône et qui représente les dragons célestes. Donc on observe à travers cette même mythologie, Shanks lui a de grandes chances d'être au final, tout comme sa nourriture préférée, un dragon céleste. Ce qui expliquerait pourquoi le Gorosei a très simplement accepté Shanks dans leur bureau pour parler d'un certain pirate. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches et d'analyses pour trouver tout ça. N'hésitez pas à like, à commenter, à partager sur vos serveurs Discord pour donner de la force. Venez me suivre sur Twitter, c'est là-bas où je suis le plus actif et ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos arrivent très vite. C'est juste que le rythme ralentit dû aux vacances d'été d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Escanor, au revoir.